Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le sud-ouest et le département des Landes, deuxième département le plus vaste de France, pour parler du diocèse d'Aire et d'Ax. Dans cette édition, on suivra quelques-uns des jeunes lycéens qui vont recevoir le baptême à Pâques et on écoutera Isabelle Faré, déléguée épiscopale à la prévention, nous expliquer sa mission qui s'appuie notamment sur la charte de l'accompagnement des enfants et des jeunes. Les Landes, en Nouvelle-Aquitaine, se caractérisent par un environnement naturel exceptionnel qui marque les activités et l'identité du territoire. La plus grande forêt cultivée d'Europe, composée principalement de pins maritimes, et plus de 100 km de littoral atlantique. Avec près de 440 000 habitants, les Landes connaissent une croissance démographique régulière portée par l'arrivée de nouveaux habitants attirés par la qualité de vie, un département qui reste pourtant peu densément peuplé et majoritairement rural, avec une population globalement plus âgée que la moyenne nationale. L'économie landaise, de son côté, repose sur 3 piliers principaux, le tourisme, la filière forêt-bois et l'agriculture et l'agroalimentaire, notamment autour du maïs, et des productions de qualité, des activités qui valorisent directement les ressources naturelles du territoire. Et pour parler du diocèse d'Aire et d'Ax, je reçois son évêque, Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent, en particulier les Landais. Je viens justement de faire une petite présentation des Landes. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter de votre côté le diocèse d'Aire et d'Ax ? Alors, il recouvre le département des Landes, donc ce sont aussi des grands espaces et aussi une grande variété, comme vous l'avez montré, donc de paysages, de cultures et aussi de populations. Nous n'avons pas vraiment de grosses villes. Mont-de-Marsan, c'est la ville la plus importante, avec 40 000 habitants. Et puis Dax, ensuite, avec 30 000 pour l'agglomération, en tout cas. Et puis ensuite, d'autres villes qui se développent d'ailleurs plus sur la côte. Et puis nous avons la côte, la Grande Lande, avec les pins. C'est quand même une richesse chez nous, les pins, les grands espaces. Et puis ce qu'on appelle la Chalosse, qui est juste au sud de la ligne Dax-Mont-de-Marsan, où là, ce sont les Pré-Pyrénées. Et c'est là qu'il y a le plus de variétés, de cultures, et peut-être aussi d'industrie, et puis en tout cas une vie chrétienne encore assez marquée, on va dire. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Nicolas Souchu, vous êtes donc évêque d'Aire et d'Ax depuis 2017, né en 1958 à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez vécu autour d'Orléans, vous avez été ordonné prêtre en 1986 pour ce diocèse, vicaire général du diocèse d'Orléans de 2000 à 2008 et évêque auxiliaire de Rennes de 2008 à 2017. Vous avez choisi comme devise épiscopale ces deux mots, paix et espérance. Je voudrais pour commencer cette émission peut-être revenir sur les orientations synodales que vous avez promulguées à la rentrée 2025, qui sont issues de grandes années de synode diocésain dans un document intitulé « Oser l'espérance dans la mission évangélisatrice du diocèse ». On va revenir sur certaines d'entre elles pendant cette émission, mais qu'est-ce que c'est le cœur, la ligne directrice de toutes ces orientations ? Alors d'abord, un synode, c'est une belle expérience synodale. Et non seulement pour les personnes qui ont participé aux assemblées synodales, on avait souhaité par exemple que dans les paroisses, il y ait 2 personnes par paroisse, on a 35 paroisses, 35 paroisses, mais on voulait qu'il y ait une personne de moins de 45 ans à chaque fois, ce qui a donné une tonalité, j'allais dire, plus jeune que quand on fait un rassemblement diocésain. Et puis en même temps, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé aux équipes synodales, entre chaque assemblée pour réfléchir aux questions, faire des propositions, que ensuite l'assemblée synodale a voté. Et les équipes synodales, on s'est dit, si on en a 100, on sera content. Je crois qu'au premier tour, on en a eu 300, et puis 250 au deuxième tour. Donc on était quand même bien heureux de la motivation que ça a pu donner à travers tout le diocèse. Qu'est-ce que ça a permis justement, cette démarche dans le diocèse ? Alors l'idée, c'était donc de réfléchir un petit peu sur l'avenir du diocèse, et surtout de ne pas perdre l'espérance. C'est pour ça qu'on avait pris ce thème « Oser l'espérance », parce que dans un diocèse rural qui a peu de vocations, de prêtres et de diacres aussi, mais qui a des gens qui s'engagent et qui veulent que l'Église vive, et qui sont très attachés aussi à leur terre, à leur clocher, voilà. Et donc on a voulu essayer de montrer que c'était possible. On avait pris comme thème de ce synode « Oser l'espérance » dans nos communautés chrétiennes, pour bien montrer que c'est à partir de là qu'on va pouvoir transmettre l'espérance qui est en nous, comme le dit notamment la première lettre de Saint-Pierre, qui nous demande d'être toujours prêt à à témoigner de cette espérance. Et en tout cas, je pense que pour ceux qui vraiment
ont suivi de près le synode diocésain, je pense que ça a été pour eux une belle expérience pour pouvoir continuer d'oser l'espérance. Comment accompagner de façon personnelle les jeunes, de plus en plus nombreux qui demandent le baptême? C'est la question à laquelle sont confrontés les responsables des aumôneries des Landes. Nous sommes allés à l'aumônerie du pays d'Aqua, qui regroupe des jeunes de 4 paroisses de Dax et des alentours, à l'occasion d'une rencontre pour les catéchumènes. C'est un reportage de Guillaume Cross. À Dax, face à la demande croissante de baptême ces dernières années, les responsables de l'aumônerie des jeunes doivent relever le défi pour proposer un accompagnement approprié. Alexandra, animatrice, se revêt de plusieurs casquettes pour la gestion du catéchuménat ado. Organiser des événements, animer des événements, essayer de mobiliser les jeunes, assurer la sécurité, organiser des ateliers pour rendre ça le plus ludique et le plus intéressant pour les jeunes. Voilà, il va y avoir différentes facettes en fonction de ce qu'on a à faire. Mais voilà, ça va être surtout organiser ces temps forts où ils vont pouvoir se réunir tous ensemble. En dehors des rassemblements mensuels, une discussion en tête-à-tête semble aujourd'hui indispensable pour aborder tous les aspects pouvant être parfois plus intimes. L'adjointe à la pastorale des jeunes, Véronique, en voit les bienfaits. J'accompagne les élèves qui ont le désir de recevoir les sacrements. Donc j'accompagne 7 enfants de l'établissement vers le baptême. Je n'ai pas les réponses à tout. En fait, souvent, on écoute le jeune. Et il faut savoir que quelquefois, les réponses que les jeunes viennent nous donner, après, ça nous bouscule, nous, en tant qu'accompagnateurs. Et c'est ça, c'est porteur aussi pour nous. En fait, ça nous dynamise dans notre foi. On a besoin de nos jeunes. Loane, étudiante en terminale, a très vite approuvé ce modèle. Et c'est rassurant d'avoir une personne qui est à nos côtés parce que c'est des conversations très spontanées où dès que j'ai besoin d'aide, elle est là. Si j'ai des réflexions que j'ose pas trop poser, par exemple au prêtre ou à d'autres personnes autour de moi, je sais qu'elle sera là pour m'accompagner et m'aider dans tout mon cheminement qui va jusqu'au baptême. La présence d'influenceurs cathos sur les réseaux force les encadrants à se former pour rester à la page. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner et leur dire attention à certaines dérives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que nous aussi, on soit obligés de s'y mettre, c'est justement pour ça, pour éviter qu'ils aillent sur de l'intégrisme. Et donc, j'ai 2 jeunes adolescents aussi chez moi qui me permettent aussi de m'accompagner et de m'aider à aller sur ces réseaux, à trouver les réseaux et moi, après, pouvoir transmettre à nos jeunes qui regarder ou quoi. Certains néophytes deviennent animateurs à leur tour pour offrir ce qu'ils ont reçu après le baptême. Alors on le voit dans les Landes aussi, il y a cet attrait du baptême pour ces jeunes. Comment est-ce que la pastorale des jeunes intègre ce mouvement de fond pour accueillir ces nouveaux baptisés ? Alors de fait, c'est un peu un paradoxe parce que nous avons une population assez vieillissante, même si elle augmente. Et là, nous avons un jaillissement de jeunes qui demandent notamment le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est la première année où nous avons fait un appel décisif particulier pour les jeunes, alors disons entre 5e et 1er. Et j'ai reçu 64 demandes de ces jeunes, donc c'est pas rien. Et là, c'est une augmentation d'un coup. Oui, parce que l'année dernière, à la réunion de préparation, ils étaient 12, cette année, ils étaient 30, et donc, vous voyez, ça a multiplié. Donc, il y a un vrai jaillissement, et de même pour les adultes qui demandent le baptême, ce sont aussi souvent des jeunes. Et donc ça, c'est intéressant pour nous, parce qu'on est toujours en train de se dire, bah oui, les chrétiens, ils sont vieux, les paroisses, il n'y a que des vieux, mais non, il y a un jaillissement qui existe, et il faut qu'on puisse l'accompagner. La pastorale des jeunes joue beaucoup sur les temps forts. Par exemple, récemment, nous avons eu le rassemblement des 6e, 5e, il y a le camp ski. Alors, on joue à guichet fermé, il n'y a plus de place. Le PLVTT, c'est pareil. Voilà, donc plein d'occasions. Et ça forge quelque chose, parce que je vois bien que des jeunes qui, il y a 3-4 ans, étaient eux-mêmes participants, sont maintenant acteurs auprès des autres. Parmi les grandes décisions du synode diocésain, on retrouve la volonté de communautés renouvelées par l'Évangile. Quelles seront ces nouvelles structures au service de la mission ? Que vont changer ces nouveaux ensembles pastoraux ? Alors, on a voulu mettre sous forme synodale la présentation de 2 orientations particulières, donc la mise en place d'ensembles pastoraux qui existent déjà, parce que dans le diocèse, quand une paroisse n'avait plus de curé, on ne disait pas au curé voisin, écoute, tu prends la paroisse, tu te débrouilles. On disait, on fait un ensemble pastoral, de façon à ce que tout ne soit pas doublé. Et donc là, on va authentifier ces ensembles pastoraux pour l'ensemble du diocèse, avec un prêtre curé de l'ensemble des paroisses d'un ensemble pastoral, et on a demandé aux paroisses de savoir avec
quelle autre, au pluriel, paroisse, ils se sentaient pouvoir faire un ensemble pastoral. On a vu au Conseil épiscopal comment, au niveau du diocèse, on pouvait essayer de repérer tout ça. Puis, actuellement, les paroisses reçoivent ce que le Conseil épiscopal a proposé. Il y a des fois des surprises et puis des fois des gens qui sont contents. Mais l'idée, c'est pas de faire des gens satisfaits ou insatisfaits. L'idée, c'est d'essayer de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis l'autre mode synodal, on l'a fait pour les pôles pastoraux diocésains, voilà, qui correspondaient aux services diocésains jusqu'à maintenant. Et déjà, les services diocésains, eux aussi, travaillaient le plus possible ensemble. Et on a voulu un peu casser tout ça pour faire des pôles pastoraux diocésains. Il y en a 4. L'annonce de la foi, le service du frère, la vie spirituelle et puis le pôle soutien, la gestion, la comptabilité, la communication. Et ces pôles diocésains seront les mêmes dans les ensembles pastoraux, pour qu'il y ait des liens entre paroisse et diocèse. Je voudrais revenir, Monseigneur Nicolas Souchu, sur des révélations qui ont marqué le diocèse, puisque un prêtre accusé d'agression sexuelle par plusieurs jeunes femmes a été accompagnateur d'un pèlerinage de jeunes et d'une sortie VTT durant l'été 2022. C'est ce qu'on a appris dans la presse régionale en septembre 2024. Précisant que vous étiez au courant de ces accusations, il y a eu aussi les plaintes concernant des violences éducatives et sexuelles au sein de l'établissement catholique de Dax appelé Cendrillon, des plaintes de faits assez anciens. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'émoi que tout cela a suscité et ce qu'attendent de l'Église les parents notamment concernant l'encadrement des mineurs ? Alors, on le comprend d'autant plus qu'on a pris les moyens, autant que faire se peut, pour que ces choses-là à la fois soient révélées, entendues, et qu'elles ne se représentent pas. Après, chaque cas est évidemment particulier. Celui dont vous parlez, c'est un père lazariste, dont les faits se sont passés bien avant qu'il arrive dans les Landes. Donc il a fallu se concerter entre les lazaristes qui étaient responsables de ce prêtre, et ce prêtre qui vivait chez nous, et qui, surtout au berceau, qui est un lieu effectivement d'accueil, et les communautés avaient dit qu'elles le protégeraient. Et puis finalement, c'est toujours très compliqué. Et puis ensuite, c'est intéressant aussi parce que ce que vous disiez sur Cendrillon, qui est donc l'ancien collège de Dax, qui est maintenant le grand établissement Saint-Jacques de Compostelle, ce sont des soubresauts, si je puis dire, des affaires de Bétarame, qui sont vraiment nombreuses et très tristes. Et là, on a bien collaboré avec le collectif qui finalement travaille aussi avec nous, avec la prévention, dont sans doute on va bientôt parler maintenant. Justement, parmi les orientations synodales promulguées à la rentrée 2025, on trouve le développement de la co-responsabilité dans la lutte contre les agressions ou violences, notamment sexuelles. En 2022, peu après la remise du rapport de la SIAZ, vous avez nommé une déléguée épiscopale à la prévention, renouvelée en 2025 pour 3 nouvelles années. Isabelle Faré nous explique les contours de sa mission qui s'appuie notamment sur la charte de l'accompagnement des enfants et des jeunes. Alors, notre objectif, c'est de sensibiliser tous les animateurs, quels qu'ils soient, ceci en lien avec la charte qui est sortie sur le diocèse d'Aire et d'Ax, pour mettre en place donc des attitudes préconisées, réfléchir ensemble à une prévention et surtout une bonne relation entre l'adulte avec le jeune. Cette charte, il y a plusieurs points importants, notamment la juste distance qui permet la relation saine avec les adolescents que nous accompagnons. Il y a aussi la mission d'un animateur, les attitudes préconisées, tous les numéros d'urgence si besoin. C'est plutôt un groupe de réflexion autour de la charte. On a pas mal d'outils qui nous viennent quand même du national. On essaye de trier un peu dedans pour voir ce qui s'applique dans ce diocèse. Parce que même si les jeunes ne sont partout les mêmes, il y a quand même des différences entre diocèses. Après, c'est évident que pour tout ce qui est des camps, on demande l'extrait de casier judiciaire. Ça, c'est obligatoire maintenant. On travaille donc pas mal avec les enseignements catholiques qui ont des super outils, des petits films qui expliquent bien les choses. Et c'est aussi pour montrer que ça s'adresse à tout le monde. Prévention. C'est pas l'affaire d'un groupe de spécialistes. Petit à petit, on essaye d'enrichir notre prévention. On aime bien se dire que c'est la pastorale des petits pas. On a quand même constaté qu'en 4 ans, on est passé d'une forme de suspicion à une collaboration vraiment de toutes les personnes qui sont en lien avec les adolescents. On m'a dit que cette orientation synodale sur le développement de la co-responsabilité dans la lutte contre les agressions ou violences, notamment sexuelles, a été promulguée à l'unanimité, a été votée à l'unanimité. Qu'est-ce que cela dit des attentes des catholiques à ce sujet ? Eh bien, en plus de ça, c'est une orientation que nous avions ajoutée et qui n'avait pas été forcément préalablement présentée. Et donc, ça montre bien
que le diocèse veut s'engager totalement dans cette lutte contre les abus en tout genre, et notamment les abus sexuels sur mineurs. Et j'ajouterais, en plus de ce qui vient d'être dit dans la présentation, c'est qu'il y a un travail commun entre notre cellule d'accueil et d'écoute des personnes victimes lorsqu'elles étaient mineures, avec des gens très compétents, avec la cellule de prévention donc, qui existe avec Madame Faré et toute son équipe, et aussi avec l'enseignement catholique qui, comme on l'a dit, a pris aussi les choses en main, et il y a une dame qui est responsable de la prévention dans l'enseignement catholique dans les Landes. Et nous avons des rencontres régulières pour faire le point, savoir chacun où nous en sommes, et pour voir, comme on l'a dit, faire ces petits pas nécessaires. Et toutes ces personnes se sont aussi beaucoup déplacées dans le diocèse, alors soit à la demande, soit sur proposition dans les différents pays du diocèse, pour faire des réunions d'information. Et à chaque fois, je sais que ça a toujours été très, très positif. Les Landes sont, je le disais, le deuxième plus grand département de France en taille. Mais sur ce grand territoire, on compte de moins en moins de prêtres. La dernière ordination date de 2011, si je ne me trompe pas. Il y a 4 prêtres de moins de 60 ans. Mais il y a 2 séminaristes en fin de cycle. Que faire pour susciter des vocations sacerdotales ? Alors d'abord, il faut faire comme ce que dit l'Évangile. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. On a actuellement un prêtre, l'abbé Borde, sur lequel on va peut-être entamer une procédure de béatification, qui a été vicaire général pendant la guerre de 40, qui a été tué par les Allemands. Et on a fait une prière pour les vocations par son intercession que l'on va redonner à la messe chrismale. Et puis, il faut aussi accueillir ceux que le Seigneur nous donne. Et il faut aussi montrer que l'Église, elle est vivante, et pas seulement parce qu'il y a un prêtre, elle est vivante aussi parce qu'il y a des chrétiens. Et souvent, on dit qu'il y a un manque de prêtres, mais par exemple, quand je préside l'Eucharistie ou quand un prêtre préside la messe, on ne manque pas de prêtres, on manque de chrétiens. Donc, il ne faut pas non plus inverser la tendance. Et je pense que si le Seigneur nous envoie ceux qui arrivent, eh bien, il faut les accueillir comme ils sont, il ne faut pas rêver, il ne faut pas forcément aller voir ailleurs parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'il faut aussi croire qu'un diocèse, c'est vraiment le peuple de Dieu qui est sous la conduite d'un évêque sur un territoire particulier donné, et c'est cette Église-là qui doit porter témoignage, et c'est tous ensemble qu'on le fait. Et chaque premier samedi du mois, il y a une marche spécifique pour les vocations. Voilà, et donc cette marche qui va du berceau de Saint-Vincent-de-Paul au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Buglose a été renouvelée parce que différentes communautés religieuses qui sont sur le diocèse animent cette marche. Et moi j'ai remarqué qu'il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes qui n'ont jamais fait cette marche, alors qu'elle existe maintenant depuis plus de 10 ans. Donc vous voyez, il y a toujours un petit filet. Je ne sais pas ce que ça donne concrètement. Je sais par exemple que au Carmel, à Saint-Sevé, il y a une postulante et une novice. Il y a une postulante aussi chez les bénédictines à Hermont-Cube. Voilà, donc il y a un petit filet. On a 2 séminaristes. De fait, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Mais en même temps, il faut aussi que les gens, dans la vie ordinaire, comprennent qu'on n'est pas là simplement pour faire ce qu'on peut en se disant on ferme la maison dans 10 ans, mais en disant voilà, comment est-ce que l'Esprit Saint nous parle à travers ce que nous sentons qu'il faut faire pour la vie de l'Église pour demain. Je voudrais reprendre aussi une autre orientation du synode diocésain, le développement de l'écologie intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, compte tenu de la spécificité des Landes ? Oui, alors de fait c'est important. Il y a toute une équipe qui va se mettre en place et que je vais envoyer fin avril. Alors on a déjà différents lieux comme à Notre-Dame de Buglose, l'abbaye de Meillis. On a des personnes qui sont sensibles à cet aspect de l'écologie intégrale, à la suite aussi de ce que évidemment le pape François nous a donné. Et donc j'ai voulu que soit reconnue au niveau diocésain cette équipe au même titre qu'une autre équipe diocésaine qui serait plus sur l'organisation de la vie d'un diocèse, pour montrer que l'écologie intégrale, ce n'est pas quelque chose en plus, mais c'est quelque chose qui va à l'intérieur de tout ça, et dans lequel, au synode diocésain, on a voulu mettre aussi beaucoup de fonctions, y compris la doctrine sociale de l'Église, vous voyez, des choses très diverses, pour montrer que l'écologie, c'est pas simplement, voilà, on va essayer de faire tel effort à droite à gauche, mais c'est tout un ensemble, voilà, pour montrer une vraie conversion à ce sujet. Donc c'est pas seulement pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, le domaine agricole ou les amoureux de la nature, mais ça concerne tous les chrétiens. Voilà, ça concerne tous les chrétiens. Et en plus, notre nature, dans les Landes, elle est aussi belle. Et on a aussi collaboré un petit peu avec les agriculteurs au moment de la crise agricole. Et je trouve que c'est important qu'ils sachent aussi qu'on a aussi cet objectif.
Monseigneur Souchu, on va passer maintenant aux questions de terrain. Et on a une première question de Claire de la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent de Dax. Bonjour Monseigneur, j'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous auriez à dire concernant le manque de personnel dans les services diocésains, enfin les services actuels diocésains, puisqu'ils vont être transformés en mission? Merci. Alors, c'est une question qui me taraude aussi. Merci à Claire de l'avoir posée. Elle est bien placée d'ailleurs pour la poser. Alors, on a fait des appels pour deux missions importantes, une concernant la formation et puis une concernant la mise en œuvre des orientations synodales sur la catéchèse, la liturgie, tout ça. Donc on fait ces appels et puis on va voir comment ça va pouvoir déboucher. Je sais aussi qu'il y a des choses très concrètes, comme par exemple le catéchuménat dont on a parlé tout à l'heure, qui explose. Bon, pour l'instant, la plupart sont des personnes bénévoles. Si ça continue d'exploser comme ça, les bénévoles aussi ils vont exploser. Donc il va falloir qu'on se pose aussi un certain nombre de questions. Donc au fur et à mesure que les choses avancent, en pensant aussi qu'il faut en même temps relancer le denier de l'Église, puisque normalement c'est sur le denier de l'Église qu'on peut permettre aux prêtres d'avoir leur manière de vivre, et puis aux laïcs d'avoir leur rémunération. On a une autre question d'Anne, qui est assistante de direction à la direction diocésaine de l'enseignement catholique des Landes. Bonjour Monseigneur, ma question est la suivante. Comment articulez-vous vos services pour que l'ensemble des établissements catholiques des Landes soient des lieux sûrs et comment faites-vous pour que la parole soit libre? Alors, il y a de fait une orientation synodale qui a insisté pour qu'il y ait un rapprochement davantage encore entre les lieux où il y a un établissement d'enseignement catholique et puis les paroisses dans lesquelles il se trouve. Parce que souvent, c'était quand même un petit peu parallèle. Voilà. Et donc, c'est une manière aussi de montrer l'importance que revêt l'enseignement catholique, même s'il n'y a que 6000 élèves sur le département, ce qui en fait pas énorme, mais les établissements que je connais, que je visite régulièrement, sont des établissements où je vois toujours que des gens qui sont très engagés et qui ont la joie de partager ce métier, mais en même temps cette mission. J'entends aussi demander à ce que ce soit des lieux sûrs aussi, certainement en référence à la protection des mineurs, une fois encore. Alors c'est ce que je vous ai dit. Premièrement, l'enseignement catholique lui-même a pris une décision en mettant à disposition donc une personne. Et deuxièmement, cette personne est en lien avec le service de prévention chez nous, justement pour faire le lien avec l'ensemble du diocèse. Et puis on a une dernière question d'Elisabeth, qui est la présidente du MCR, du Mouvement des chrétiens retraités dans les Landes. Bonjour Monseigneur. Ma question est la suivante. En tant que présidente du MCR dans le diocèse des Landes, nous nous posons la question, ensemble et en réunion, comment motiver les personnes qui se sont désormais un petit peu, j'ai l'impression, habituées à rester chez elles et à ce qui s'enferment dans une certaine solitude, à venir rejoindre les mouvements et toutes les actions qui sont proposées par le diocèse. Alors, on a dit beaucoup qu'en raison du Covid, finalement, beaucoup de gens, surtout âgés, puisqu'il s'agissait du MCR, avaient pris l'habitude de tout regarder à la télé et de ne plus sortir. Et donc, l'intérêt, c'est de faire vivre la rencontre, de faire partager la joie et surtout l'espérance. Parce que de fait, comme c'était le thème de notre synode et des orientations synodales, moi, j'entends parfois des gens qui viennent me dire à la fin, mais oui, c'est comme ça, on n'a plus d'espérance, il n'y a plus de jeunes, etc. Mais s'ils vivaient vraiment au cœur de ce que c'est que la vie de l'Église et de la manière dont l'Esprit Saint veut que cette Église soit menée, ils auraient l'espérance et ils iraient peut-être plus facilement se renouveler dans ces petits groupes et ces fraternités qu'on veut aussi développer. On arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur Nicolas Souchu, mais c'est peut-être le moment de lancer une invitation, puisque le 1er mai prochain, il y aura un pèlerinage des familles pour les vocations, une proposition qui est faite pour toute la province ecclésiastique. C'est ça, ce sera la 2e édition, un pèlerinage provincial pour les vocations à Bazas, donc dans le département de la Gironde, diocèse de Bordeaux. Et il y a 3 ans, on avait lancé ça, et comme ça avait bien marché, donc on le relance 3 ans après, et c'est préparé à la fois par les responsables des services des vocations et par les responsables de la pastorale familiale. Alors ça s'adresse à qui précisément ? Voilà, ça s'adresse à tout le monde, parce que toutes les familles sont invitées, les jeunes, les moins jeunes. Il y aura une marche par diocèse le matin, regroupant la cathédrale de Bazas. L'après-midi, une conférence sur la joie d'être appelé.
et puis les ateliers pour les enfants, suivant les âges, et puis on terminera par la messe présidée par l'archevêque de Bordeaux. Le rendez-vous est pris et la date est notée. Merci beaucoup, Monseigneur Nicolas Souchu, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans les Landes, rendez-vous sur le site internet diocèse40.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.